Merci déjà de commencer de votre présence et de votre intérêt pour ce sujet dont je ne suis, comme je disais à Catherine tout à l'heure, absolument pas un spécialiste en tant que secteur d'activité, mais la problématique marketing et l'angle surtout millennial, c'est celui sur lequel j'ai travaillé ce sujet. Il y a une trentaine de slides, ce qui est à la fois beaucoup, mais c'est beaucoup de visuels, donc on ira assez vite. Et très honnêtement, sur, je crois, l'une heure et quart, enfin l'heure et quart maintenant, l'heure qui reste, qui est prévue, je pense qu'en 20-25 minutes, la présentation sera faite, 30 maximum, et ce qui laisse encore largement le temps, peut-être plus, d'échanger ce qui est l'intérêt de cette rencontre. Donc, effectivement, Vinted, qui est l'icône en ce moment, je vais revenir sur le sujet, on le voit sur un article à droite qui est issu d'un magazine Elle assez récent. Il y a 15 jours, 3 semaines, Télérama a également fait sa une sur la seconde main. Et il y a moins d'un mois, il y a l'un des participants, je ne sais plus lequel, qui nous a fait suivre l'article de LSA qui consacrait là aussi l'essentiel de son magazine sur le sujet. Alors, quelques rappels sur la génération Y. Alors, c'est là où je fais un peu d'autopromotion, même si mon agence aujourd'hui est en veille. Comme je vous disais, j'ai pris l'angle des millennials, qui est un sujet que j'ai étudié dans cette agence, donc KidsNode, vous voyez le logo, qui était spécialisé, c'est à la fois cabinet d'études, agence de communication, spécialisé sur la cible enfant au sens large, donc les digital natives et les millennials. Et j'intervenais assez régulièrement sur des sujets de fond et des présentations comme celle que vous avez à l'écran sur soit les digital natives, soit les millennials, ou d'autres sujets, les mascottes, l'alimentation ou autres. Et j'ai juste extrait, je crois, 2 ou 3 slides pour comprendre justement quel est le lien entre les millennials et cette mode, finalement, cet effet de la seconde main. Alors, un rapide rappel, en gros, les millennials, ce sont la génération Y, donc ils ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans. On les a appelés au sein de l'agence les digital immigrants, contrairement aux digital natives, qui est la génération Z. Globalement, ils sont nés entre 80 et 95, donc exposés au digital au cours de leur adolescence, mais ne sont évidemment pas nés avec. Alors, la présentation, ce panorama, normalement dure 2 heures sur les millennials. Il y a à peu près une centaine de slides, donc évidemment, là, ça va être extrêmement raccourci. Ça pourra faire l'objet, d'ailleurs, peut-être quand on sera à nouveau en présentiel, d'une présentation donc sur l'ensemble du panorama et toute la logique. Mais globalement, l'idée et pardon, pas la théorie, mais en tout cas le postulat était d'identifier cette génération de millennials comme des enfants rois, les enfants de la génération Dolto. Et il y a un psychologue, Didier Pleu, enfin un sociologue d'ailleurs en l'occurrence, qui a écrit un livre sur les adultes tyrans, qui développe toute cette théorie sur justement cet enfant roi à la Dolto, qui une fois adulte est devenu un adulte tyran, à la fois vis-à-vis de ses proches, mais également vis-à-vis des marques. Et c'est donc ce comportement alors, qui est traduit dans la publicité par ce type de visuel. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'enfant roi. C'est effectivement une iconographie qu'on retrouve de manière assez généralisée. Et surtout, donc là, vous avez le résumé de ce panorama à travers 3 comportements, finalement, et 3 attentes. Ce sont des tyrans qui veulent définir ou redéfinir les règles, des tyrans qui veulent être valorisés et des tyrans qui veulent profiter de la vie. YOLO, you only live once. Donc, c'est surtout sur d'ailleurs les 2 premiers postulats que cette présentation va reposer. Alors, donc pour entrer dans le sujet, je referme la page, la partie millennials. Donc maintenant, je rentre dans le sujet second hand. Donc Vinted est véritablement on va dire l'icône et en tout cas l'image la plus représentative de cette tendance. Donc pour commencer par un état des lieux, alors l'occasion, la seconde main, quelle que soit la manière dont on l'appelle,
est un phénomène ancien. Les friperies ont toujours existé, les voitures d'occasion ont toujours existé, Cash Express ou Troc de Lille existent depuis maintenant de nombreuses années. Donc, on est sur un phénomène qui a plusieurs décennies, voire beaucoup plus, sur tout ce qui est voitures et vêtements d'occasion. Mais il y a néanmoins une accélération et donc le phénomène, on le voit sur ces chiffres qui sont des données issues de LSA et qui avaient été synthétisées dans un Hub Report. Donc, un marché incontournable. Une croissance projetée du marché donc entre 2019 et 2024 de plus 414% sur la revente par rapport au retail habillement qui, lui, serait à moins 4%. Et puis, les moyens classiques, friperie, donation, plus 34%. Et on le voit aussi sur les modes de dépenses. Amazon Fashion est un des canaux. Et surtout la seconde main avec un pourcentage de personnes qui prévoient d'acheter à hauteur de 44%. Donc, globalement, on le voit, des chiffres multipliés par 5 dans les 5 ans. Enfin, le marché s'accélère. On en parlait en tout début de réunion pour les tout premiers. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une actualité dans la presse en tapant recycling, vêtements d'occasion, seconde main ou autre. Alors, quelques chiffres là aussi issus de LSA. Un marché de 7 milliards, dont 1 milliard pour le textile, 9% des achats non alimentaires et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression par rapport à 2017, donc en moins de 3 ans et demi. 20% des Français achètent au moins une fois par an un article culturel d'occasion. Entre 20 et 30% des meubles d'occasion rentrent chaque année chez le consommateur. Les cyberacheteurs à hauteur d'un tiers, versus là aussi 13% en 2017. Et 86% des Français estiment avoir gagné 206 € en un an en revendant des articles. Alors, quelques chiffres sur les deux icônes finalement de ce marché de l'occasion en C2C. Évidemment, Le Bon Coin, 28 millions de visiteurs uniques chaque mois. 32 millions d'annonces. Et puis, de l'autre côté, Vinted, qui est l'un des plus gros sites visités, évidemment, avec Amazon, Cdiscount et autres. 11 millions de membres, 1,3 milliard de chiffre d'affaires et néanmoins des pertes. Le site n'est toujours pas rentable aujourd'hui. Parmi les autres acteurs majeurs, j'ai retrouvé également des chiffres sur Rakuten, donc ex-Price Minister, avec 35% de croissance en moins d'un an, 2020 versus 2019, plus 60% de croissance au dernier trimestre, etc., etc. Troisième place de marché de l'occasion. Et puis, on va en parler un petit peu plus loin dans les faits marquants. Ce n'est pas forcément un des acteurs majeurs aujourd'hui en termes de chiffres, mais un pure player comme Vestiaire Collectif qui a levé 178 millions d'euros donc auprès du groupe Kering, sachant que donc ça c'était au mois de mars, au mois de février au mois d'avril l'année dernière, 2020, ils avaient déjà levé 59 millions. Alors, je vais prendre quelques focus, encore une fois, pour nourrir cette réflexion. Alors, j'ai pris l'exemple d'IKEA, notamment, qui, depuis peu, que ce soit d'ailleurs en Suède avec le Buyback Friday, mais aussi en France avec le Circular Hub, a décidé de donner une seconde vie aux meubles d'occasion. On en parlait tout à l'heure. La Suède, alors, qui elle, a carrément lancé un supermarché qui s'appelle Retuna, réservé au marché de l'occasion, donc ouvert en 2019. Je vous laisserai le cas échéant aller faire des recherches, notamment sur ce supermarché. Dans le high-tech, là aussi, c'est une tendance qu'on connaît bien, mais qui est marquante et je dirais de plus en plus prégnante. Donc évidemment, Fnac Seconde Vie, alors le refurb d'Apple qui est connu depuis assez longtemps, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et puis, on le voit sur cette annonce d'Eco, Orange également, avec son accroche assez au reconditionné, c'est la meilleure occasion de se faire plaisir. Donc, le high-tech également avec Back Market, qui lui a levé 110 millions d'euros.
La mode, donc Vinted, je viens d'en parler, donc 11 millions de membres, chaque jour 2,8 millions d'utilisateurs. Et puis, comme je vous le disais, toujours pas de rentabilité, malgré une valorisation à plus d'1 milliard d'euros. Alors, la notion de seconde main, de recycling dans la mode, alors on va le voir, c'est lié à un grand nombre de phénomènes. Il y en a un qui est notamment une réaction à cette notion de désastre écologique. On le voit sur tout ce qui est fast fashion, Zara, 450 millions de vêtements par an, et puis les déchets textiles qui y sont liés. Donc, c'est des choses d'assez énormes. Je reviendrai sur la notion de fast fashion. Ça pourra faire l'objet du débat, puisqu'aujourd'hui, les vêtements, notamment d'acteurs encore plus low cost que Zara ou d'autres, ou H&M, ne permettent plus d'ailleurs de faire de la seconde main. Les produits sont de trop mauvaise qualité pour être réutilisés, d'ailleurs même pour être recyclés. Alors, dans le textile, on le connaît depuis assez longtemps, notamment avec Decathlon, qui, je crois, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'ils ont lancé le Trocathlon. Si je reprends mes notes, je n'ai plus la date. Oui, le Trocathlon, c'est 1986. Et puis, globalement, dans le textile enfant ou bébé, c'est un marché qui a toujours existé. Qu'aujourd'hui, les marques, on voit là, Kiabi, et Okaidi, qui évidemment sont entrés assez récemment sur ce marché, avec respectivement Seconde Main et ID Troc. Les Galeries Lafayette, il y a quelques années, donc, a lancé des dressings vintage, collection vintage, comme on le voit là, à la fois dans certains magasins et sur le site lafayette.com. Dans le textile, toujours, alors j'ai pris quelques exemples parce que globalement, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus un seul acteur qui est épargné par cette tendance ou qui ne se lance pas dans cette tendance. Donc, vous avez Bâche, là, Camailleux, Bocage, Cyrillus en haut, trop petit, trop grand, pas de place, plus envie, je vends. Jules avec la marque Reware. Et voilà, je vous le disais, Bocage sur la seconde vie des paires de chaussures. Alors, j'ai fait un focus sur une autre marque qui est Eram, qui lui a carrément, alors dans certains magasins, ce n'est pas dans tous, mais mis en avant un atelier de réparation. Donc, au-delà du rachat et de la revente des chaussures, propose donc le dépôt des chaussures usagées, sont remises à neuf devant le client, puis revendues contre des bons d'achat abondés. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc aujourd'hui, c'est dans 40 à 50 boutiques du réseau que vous avez ce type d'offre. Un autre exemple, une autre manière de traiter le sujet, c'est Veja, qui, dans certains magasins, a son atelier nettoyage-réparation. Et cette accroche qui lui est propre, les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà. Alors, la grande distribution est venue, c'est maintenant relativement récent, mais tous s'y sont mis. Vous voyez en haut à gauche Auchan, Carrefour, en association avec Patam s'y est lancé, ainsi qu'avec Cash Converter. Évidemment, Leclerc avec Leclerc Occasion. Voilà, pour les principales enseignes, mais enfin, j'aurais pu généraliser ça à l'ensemble des enseignes. Et alors, dans les chiffres, pardon, je reviens sur la grande distribution. Les chiffres que j'ai pu trouver, c'est Auchan qui indiquait que fin 2020, chaque magasin vend en moyenne 15 pièces d'occasion par jour pour un prix moyen de 4,50 €. Ce qui soulève une vraie question qui sera traitée là dans la conclusion et débattue ensemble de la rentabilité, au-delà de l'image, de la rentabilité de ce type d'offre. On peut se poser la question sur 15 pièces à 4,50 € compte tenu du mètre carré utilisé pour ces offres. Sur les grandes surfaces spécialisées, donc je l'ai dit, Decathlon depuis 86, mais voilà, avec une proposition très opportune en ce moment, rachète votre ancien vélo. Noroto qui s'est lancé il y a peu de temps, c'est évidemment pas son métier, mais dans l'achat et vente de véhicules. Et puis, encore une fois, j'ai juste pris quelques exemples, on aurait pu remplir des dizaines de slides. Là, c'est Pickwick Toys avec son offre seconde vie qui s'appelle Pick Occasion.
Un autre exemple, une autre manière en tout cas de traiter la problématique, là c'est en Allemagne, à Hambourg, H&M qui a mis à disposition dans l'un de ses magasins un atelier comment dire, de réparation pour venir remettre à neuf ses vêtements. Alors, j'arrive là sur j'ai appelé le e-recommerce, puisque même en ligne, des plateformes se mettent en place. Donc, Cdiscount Occasion, la reboucle de la Redoute, là aussi avec une offre 100% vêtements d'occasion, Zalando qui s'y est lancé, et Bibs, un pure player qui s'est lancé il y a peu de temps avec une offre, tout ce qui est lié à l'univers de l'enfant en produits d'occasion. Le luxe, alors évidemment, est venu, ce n'est pas forcément l'acteur qu'on attendait le plus. Et aujourd'hui, je vous ai pris quelques exemples. Richard Mille, qui a lancé, alors là à Singapour, il y a une deuxième boutique qui vient d'ouvrir à Londres. Donc Richard Mille, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des montres dont la moins chère, je crois, doit valoir 100 000 euros et qui montent jusqu'à à peu près 1 million, 1,5 million, qui sont, à titre personnel, je ne trouve pas très, très esthétiques, mais qui ont pour principale vertu de montrer que vous avez de l'argent, puisque compte tenu de son prix d'accès, c'est un marqueur social avant tout, et donc vient d'ouvrir un marché d'occasion. Donc quand on confronte ces deux aspects, le fait que ça soit un marqueur social de richesse, et qu'aujourd'hui, néanmoins, il se lance dans l'occasion, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est assez intéressant. Et d'autres marques statutaires comme Cartier, qui vient d'ouvrir une boutique enfin un espace sur les montres d'occasion, rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai pris d'autres exemples, on pourrait là aussi les multiplier, Adolfo Dominguez, et puis Weston, depuis, je crois que ça fait 1 an et demi, dans ses boutiques, récupère les chaussures de ses clients, les remet en état et les revend ensuite, enfin, en contrepartie de bons d'achat, les revend ensuite dans ses boutiques. Vestiaire collective, donc je l'ai mentionné en tout début de présentation, avec sa levée de fonds de 178 millions d'euros. Donc on peut imaginer que ça va devenir un acteur majeur là aussi sur la dimension luxe. Et j'en arrive à la conclusion. Je surveille un peu le temps, mais finalement j'ai été même encore plus rapide que prévu. Ça va nous laisser du temps pour débattre. Donc conclusion en 3 points. La première, donc, sur la dimension RSE, image de marque. Donc, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, une population de plus en plus sensibilisée, la notion de slow consumption, à la fois une progression de la fast fashion, mais une condamnation morale. On le voit là à travers un certain nombre de chiffres. Donc, c'est toute l'ambiguïté des digital natives et des millennials de à la fois condamner cette fast fashion et d'en être les principaux consommateurs. Mais en tout cas, la notion de seconde main, de seconde vie des produits est évidemment liée à cette dimension RSE et travaillée donc par les marques, notamment leur petit graphe que j'ai trouvé qui est passionnant sur en 5 points la vie dans le cadre du développement d'un produit textile. Donc on voit, partant de l'agriculture jusqu'à sa distribution en Europe, avec les coûts induits, la pollution et voilà, la maltraitance dans les usines, etc., etc. Si je vais trop vite, vous me le dites d'ailleurs. Alors, je parlais d'image RSE, image de marque. Donc, évidemment, les marques... pardon, je vois qu'il y a des commentaires, mais je ne les ai pas lus. Donc, comme j'ai presque fini, je vais peut-être aller au bout et on reviendra sur certains sujets, si vous voulez, parce que je n'arrive pas à avoir les 2 écrans en même temps. Donc, la notion d'image de marque sur laquelle les entreprises, on voit là Camaïeu, Cyrillus également utilise. C'est pour eux un moyen évidemment assez important en termes d'image. Et
c'est pour moi un des premiers axes, ou une des premières conclusions, un premier axe de cet effet majeur du vêtement d'occasion, donc la récupération par un certain nombre d'enseignes. On voit là, c'est Bonobo qui rétribue en bon d'achat. Donc, deuxième conclusion, première sur la dimension sociétale, protection de l'environnement et autres, qui est chère aux millennials. La deuxième, c'est qu'ils se sont quand même aperçus que c'est un générateur de business. Donc, cet effet drive to store, ça permet de faire revenir et revenir les consommateurs, surtout quand les rachats se font à travers des bons d'achat. Et la troisième conclusion, c'est lié à la singularité, en tout cas aux caractéristiques de la génération Y telle que je vous l'ai décrit au tout début. Donc notamment, là on le voit sur, c'est un article, je crois que, je ne sais plus dans quel magazine c'était, donc le démodé s'est branché, et il y a, comme je vous le montrais tout à l'heure, une volonté de redéfinir ces règles, d'accéder à un vêtement rare qui me différencie des autres. Je deviens porteur d'un morceau du passé, je redéfinis les règles, je veux être valorisé. Donc on le voit sur cette photo, on le voit dans cet article, Les millennials, nouveaux dictateurs de la mode. Et puis un certain nombre d'articles que j'ai pu trouver. Donc, si on donnait une chance à nos vieux vêtements. Et donc, au-delà de l'aspect sociétal qui peut y avoir, écologique, qui peut y avoir de la part des millennials en réutilisant les vêtements, il y a cette dimension d'upcycling finalement, de surcyclage, c'est-à-dire je crée mon propre vêtement unique, soit c'est une pièce rare, et globalement, je suis le seul à la porter. Donc là aussi, on a une confrontation, un vrai contraste avec la fast fashion qui distribue à des millions d'exemplaires le même vêtement. On le voit là sur, en bas à droite, l'upcycling d'un costume pour homme trouvé dans une friperie qui est retravaillé pour en faire veste et jupe. Et également, on le voit là avec Gant, qui, à partir de chute de ses chemises, en a recréé une. Et donc là, on vient sur une dimension sociologique des millennials. C'est mon vêtement, c'est moi qui le crée. On le voit là avec... là, on est chez Caporal qui met un tutoriel pour transformer son jean en jupe et donc en créer un vêtement unique qui crée ma singularité. Et pour conclure, alors ça soulève un problème, cette tendance. Donc, il y a pas mal de bons côtés, moins de pollution, moins de gaspillage, une dimension économique, puisque l'accès à des vêtements moins chers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des associations type Emmaüs ne trouvent plus de produits de qualité et sont vraiment asséchées en termes d'offres. Et donc, ils ont, il y a peu de temps, je crois que ça date d'il y a 3 mois à peine, eux-mêmes créé leur propre solution en créant une plateforme qui s'appelle Trema, une plateforme de crowdfunding où finalement les consommateurs viennent sur cette plateforme vendre leurs propres produits et les bénéfices sont là aussi utilisés, enfin attribués à Emmaüs dans le cadre de ces projets solidaires, de leurs projets solidaires. Donc voilà, ça a été une manière de répondre à cette hémorragie qui ne les nourrissait plus et qui ne leur permettait plus de finalement tenir leur rôle. Et pour conclure avec une image, donc cette campagne Don't Buy This Jacket par Patagonia, alors c'est une campagne qui est assez ancienne puisqu'elle date de 2011. Il s'était payé une pleine page dans le New York Post en travaillant finalement sur New York Times, pardon, en travaillant finalement sur ce postulat en disant certes, on a on est là pour faire de l'argent, on est une entreprise capitaliste, mais globalement, faisons-le de manière intelligente et finalement dans le respect de la nature. Il y a aux éditions Vuibert d'ailleurs un livre qui est sorti sur cette notion de business responsable. Et on voit que avec ce postulat, je vais vous le décrire juste après, mais Patagonia a réussi depuis 2019 à avoir une croissance de 14% par an et près d'1 milliard de dollars de revenus annuels.
Et donc, ce qu'on voyait sous l'annonce, c'est finalement voilà, leur conseil, reduce, repair, reuse, recycle et reimagine. Et donc, ils défendent leur postulat de dire on est là pour vendre des vêtements, mais si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas. Si vous pouvez le faire réparer chez nous, faites-le réparer. Et s'il n'est pas totalement usé, continuez à l'utiliser. Et donc, cette fois, c'est mon dernier slide. C'est pour ouvrir le débat. Vous voyez, même Philosophie Magazine, une citation d'Heidegger. Donc, ce n'était pas forcément évident de relier le sujet à Heidegger, mais en tout cas, c'est intéressant de voir l'interprétation qui en est faite. Les traces d'usure ne sont pas des marques à effacer, mais preuve d'une rencontre entre l'objet et son usager. Je vous conseille ce reportage sur Arte, La mode à bas prix. Il est peut-être encore en replay et qui justement met le focus sur le fast fashion, c'est-à-dire les produits encore moins chers que Primark et Zara et H&M. Castorama, il y a quelques jours, qui a commencé à annoncer sur la récupération de vieux jeans pour créer des isolants de toit. Zalando seconde main, Breitling il y a quelques jours aussi qui a annoncé, alors on est sur un autre concept, cette fois la location, mais qui est lié finalement à cette problématique. Je n'ai pas voulu le développer, mais juste le mentionner. Donc voilà, depuis peu se lance dans la location de montres et on trouvera forcément d'autres exemples. Voilà, rapidement, et j'ai vu qu'il y avait au moins une quinzaine de questions. Vous avez eu la gentillesse de ne pas m'interrompre, c'est peut-être dommage, mais en tout cas, on va pouvoir maintenant en débattre. Je vais départager si vous le voulez bien. Si j'y arrive. Arrêtez le partage, voilà. Merci, c'est bon, on a récupéré le… J'ai eu un moment peur de vous avoir perdu, d'avoir parlé dans le vide pendant 20 minutes, mais… Non, on était là, donc voilà, comme ça on a du temps pour l'échange. Et donc si vous avez, je vous propose de cliquer sur la petite main là sur la droite, il y a réaction. Vous cliquez sur la main, et je vous donne la parole. Si vous avez des questions. Vous pouvez reposer les questions que vous avez écrites dans le commentaire, comme ça ce sera plus vivant. Encore une fois, moi, Jacques Berman. Oui. J'ai posé la question dans le chat. Alors, c'est un marché que je ne connais pas vraiment. Je n'ai pas exactement l'âge, plus exactement. Mais je me demande si beaucoup de marques ne font pas ce recyclage, entre guillemets, pour se donner bonne conscience, comme on l'a vu pour d'autres choses. Auchan, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, je ne suis pas certain que ce soit très rentable. Par contre, c'est vrai que ça attire la curiosité de certains types de personnes. Et je ne suis pas tout à fait convaincu, à part quelques marques, bien sûr, que ce soit très rentable, même si ça se développe de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez, et toi en particulier, Gilles? Alors oui, c'était le premier. Encore une fois, hein, je vais parler, c'est plus un travail de curation. Encore une fois, je ne suis pas un expert de cette problématique. Ça va être tout l'intérêt de ce groupe d'échanger. Mais c'est effectivement une de mes conclusions. Il y a une dimension image de marque sur lesquelles les entreprises surfent. Et c'est pour ça que je mentionnais les chiffres de vente d'Auchan, 15 articles à 4,50 € par magasin par jour. Ça ne peut pas être rentable. Donc, globalement, je discutais aussi avec des gens de Sport 2000. Ils disent, voilà, on pourrait se lancer là-dedans, mais globalement, c'est un trou financier. Donc, il y a une vraie problématique entre l'image et l'équilibre financier. Aujourd'hui, sauf sur des pure players, on le voit sur Vestiaire Collective ou autre, où je vois que, évidemment, eBay est mentionné. Je l'ai traité un peu à part parce que j'aurais pu l'intégrer, mais je ne sais pas. Ce n'est pas venu dans ma réflexion, pour être franc. Mais si on n'a pas la logistique pour, globalement, ça ne peut pas être rentable. Mais voilà, je laisse peut-être Catherine, si tu veux répondre sur ce sujet que tu connais bien. Catherine, c'est à toi. Merci, vous m'entendez? Oui, oui. En fait, moi, je connais bien le luxe d'occasion, donc je ne peux pas parler vraiment des autres secteurs. En ce qui concerne le luxe, je dirais, j'ai plusieurs réflexions.
Tout d'abord, il faut savoir que les consommateurs de luxe d'occasion dépensent plus parce que en fait, c'est un peu, on devient très vite addict et ils revendent, ils rachètent, mais à l'arrivée, ils consomment environ 30% de plus. Donc, c'est pas forcément, c'est peut-être pas si rose que ça. Ensuite, pour répondre aux problèmes économiques, les plateformes, je parle bien des plateformes, et elles sont nombreuses sur le luxe d'occasion, et notamment Vestiaire Collective, qui est le leader aujourd'hui en Europe et qui est en train de devenir un gros poids lourd au niveau mondial. Vestiaire Collective, qui existe depuis un peu plus de 10 ans, a levé près de 400 millions d'euros depuis sa création. Aujourd'hui, jusqu'à un passé très, très, très récent, le chiffre d'affaires est de l'ordre de 200 millions d'euros aujourd'hui. Le chiffre de perte est à peu près identique. Donc, en fait, on est sur un petit peu le modèle Amazon, c'est-à-dire que pendant des années, on perd de l'argent et à un moment donné, on n'en perdra plus. C'est le pari qu'ils font. Donc, aujourd'hui, ils n'ont aucune rentabilité et c'est très facile à comprendre. Alors, il faut savoir que sur Vestiaire Collective, c'est une plateforme, ce qu'on appelle B2C, c'est-à-dire c'est vous allez vendre vos chaussures, vos vêtements, ce que vous voulez. Mais il y a également du B2C, parce qu'il y a des professionnels qui vont vendre sur Vestiaire pour profiter du trafic, parce que c'est de très, très, très loin aujourd'hui le plus gros trafic sur une place de marché de luxe d'occasion. Donc, ils gagnent en visibilité. Alors, il faut savoir que vous vendez un article, surtout si c'est une marque assez importante, parce qu'il y a à la fois du Zara, mais il y a beaucoup de pièces de couture, de Dior, de Chanel, de Cartier, tout ce que vous voulez. Donc, ils ont une armée de petits soldats qui sont là pour authentifier les produits. Or, quand vous discutez avec des professionnels de luxe d'occasion, ce n'est pas un métier qui s'apprend à l'école, qui s'apprend dans des manuels, c'est l'expérience. Et beaucoup de professionnels, il faut savoir qu'il n'y a que 3 experts en France qui sont assermentés près des tribunaux et eux-mêmes vous diront tous les 3, qui se sont déjà fait avoir parce que les copies sont de plus en plus belles. D'accord? Donc, évidemment, Vestiaire s'achète une bonne conduite, mais donc vous allez expédier votre produit. Mais vous travaillez, donc vous irez à la poste samedi, il se passe déjà 5 jours. Les produits vont arriver chez Vestiaire. Vestiaire, il y a une armée de petits soldats qui déballent. Ensuite, il y a des petits soldats qui vont essayer d'authentifier ce qu'ils ne savent pas authentifier. Ensuite, il y a une logistique derrière qui va remballer et ça va partir chez le consommateur final. Donc, en moyenne, c'est entre 15 jours à 3 semaines de délai, ce qui n'est absolument pas acceptable, mais il n'y a pas d'autre modèle aujourd'hui en Europe que celui-ci. Donc, la rentabilité n'est pas bonne. Le consommateur, ce n'est pas un consommateur qui a forcément une éthique supérieure au consommateur qui va acheter du neuf. Par contre, c'est un amateur de pièces qui recherche souvent des pièces rares, des pièces de collection, des collections passées et autres. Voilà pour le luxe d'occasion. Ce que je note, c'est que le recyclé, enfin la réutilisation, ça existait depuis des années avec les plateformes. On n'a pas parlé d'eBay, mais sont des précurseurs. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que les marques s'y mettent. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les marques ont toujours eu, sauf qu'aujourd'hui, il y a le vecteur digital qui n'existait pas il y a 10 ans. Ouais, oui, mais enfin, tu n'avais pas de rayons usagés dans la grande distrib, par exemple. Chez Carrefour, je ne parle pas du luxe, hein, je parle de Carrefour, Leclerc, etc. Il n'y avait pas ça. Est-ce que je pense qu'ils ne font pas ça enfin, il y a l'image, mais je pense que c'est générateur de trafic aussi pour eux. Veston qui redonne 100 € de bon d'achat, etc. Donc je pense que c'est dans l'optique où tu vas réacheter du neuf aussi. Ça me paraît. Et ce qui je suis étonné, par contre, c'est que ça semble être dans la présentation un phénomène uniquement lié aux jeunes, millennials. Mais moi, je connais des tas de gens dans les 50 et plus qui sont actifs sur l'occasion maintenant.
Alors, enfin, si je peux répondre à ce point, il y a quand même une dimension générationnelle. Évidemment, ça ne s'arrête pas aux millennials et aux 25-40 ans, comme j'ai décrit dans la présentation. Mais aujourd'hui, alors, j'ai pas accès aux chiffres de Vinted, mais quand on voit le cœur de cible de Vinted, c'est évidemment les digital natives et les millennials. Après, on trouvera toujours des 50 plus qui vont avoir ce type de consommation. Mais voilà, pour en tout cas les trois raisons que j'ai mentionnées dans cette présentation, c'est quand même très centré sur cette population. Alors, mais je pense que ça va aussi avec l'économie d'usage. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui n'envisagent pas d'immobiliser de l'argent dans une voiture. Et voilà, donc tu achètes un vêtement, tu le mets 6 mois, tu en as marre, tu le vires, plutôt que d'avoir ta penderie qui est pleine de trucs que tu ne mets plus. En fait, je pense qu'il y a tout ça derrière en tendance. Il y a aussi un point, Gilles, alors moi, que pour le textile, j'avais entendu ou lu des articles indiquant qu'effectivement, c'est du recycle, enfin, tu recycles et tu revends tes vêtements, il y a une dimension écologique ou développement durable, mais qu'en fait, ça pousse aussi à la consommation de la fast fashion. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de fast fashion et que tu peux acheter chez Zara, H&M facilement, parce que tu sais que tu vas le revendre, que tu le revends et donc tu rachètes. Donc le côté écologique ou éthique n'est pas toujours peut-être vrai. Alors, si je peux répondre sur ce point, c'est évidemment compliqué. Ça, c'est un point que j'ai sur ce sujet. C'est des choses que j'ai pris conscience dans ce documentaire sur Arte, là, sur la fast fashion. Je n'avais pas forcément réalisé, il y a tout un raisonnement. Le raisonnement est que aujourd'hui, la fast fashion fonctionne aussi bien, alors c'est générationnel pour les raisons que je vous ai montrées, mais c'est aussi lié finalement, pour faire simple, à Instagram. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette génération se met beaucoup en scène, elle s'immortalise en photo, elle ne peut pas être systématiquement, enfin 25 fois avec le même chemisier ou le même jean, etc. Donc, ça pousse à cette consommation. J'avoue que je n'avais jamais fait ce lien. Je crois que c'était assez pertinent. La limite, et là, c'est là où je reviens sur ton argument, Jean-Luc, c'est que ces produits sont de tellement mauvaise qualité, néanmoins, et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas forcément encore de H&M et Zara, qui sont de la fast fashion, mais il y a derrière des enseignes dont j'ai oublié le nom, qui sont notamment fabriquées en Angleterre, qui sont… Primark, non? Pardon? Primark? Ah non, c'est encore moins cher que Primark, c'est assez incroyable. Ah. Je retrouve le nom. C'est Oula. marque ma fille qui a une vingtaine d'années connaissait, mais ce n'est pas des marques encore, enfin que nous connaissons. Et c'est de la tellement mauvaise qualité qu'effectivement, ça ne peut même pas être revendu. Alors, ça ne peut pas être revendu parce que ça s'use trop vite. Ça ne peut pas être recyclé parce qu'il ne reste que les fibres synthétiques et globalement, les collecteurs ne peuvent même pas, de textiles ne peuvent même pas les réutiliser. Donc, moi, je pense que ce phénomène de recycling, c'est plutôt comme sur des produits qui n'est pas vraiment du fast fashion. Et alors, encore une fois, c'est un très mauvais marketing que de juger à ce que font les gens autour de vous. Je pense à mes enfants qui passent leur semaine à aller amener des colis dans les colis relais. Globalement, ce n'est pas du Zara qui revendent, c'est quand même ça va être plutôt ou du Gap ou du Uniqlo, parce que le Primark ou le Zara sont tellement de mauvaise qualité que finalement, à mon avis, ne rentrent pas trop dans ce cycle. C'est plutôt des produits un peu plus de meilleure qualité, puis jusqu'au luxe. Ok. Mais encore une fois, ça n'a rien de scientifique, c'est mon avis. Non, mais j'avais dû lire un article là-dessus. Antoine avait levé la main, donc je te passe la parole, Antoine. Merci Jean-Luc. Non, en fait, de façon globale, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et je crois qu'il y a aussi une grande hypocrisie de la part des marques. On n'est pas dupes, on le voit bien. On a parlé de Weston qui redonnait 100 € quand on ramenait ses chaussures, mais c'est tout simplement parce qu'il veut garder ses clients. En fait, le client, il lui donne 100 €. Par ce même biais, le client dépense les 100 € chez lui et puis il reprend les chaussures. Ils vont le réparer à bas coût et ils vont le revendre à 250, 300, 500 € derrière. Quand on sait qu'une paire de cheveux Weston, c'est à minima, c'est 650 €. Donc, en fait, finalement, ils s'y retrouvent vraiment. Donc, en fait, c'est une masse d'argent qu'ils vont véhiculer. Et puis, je pense que ce marché d'occasion est aussi parce que
finalement, les produits de luxe coûtent très cher et qu'en fait, ce marché d'occasion met un peu le luxe à la portée de tout le monde. En gros, moi, je voudrais… on avait, il y a 30 ans, cette boutique dans le Paris 16e, rue de la Pompe, qui s'appelait Réciproque, qui existe toujours, qui faisait du dépôt-vente. Ça existe toujours et ça continue à exister malgré le digital et ça avance. Et déjà, à l'époque, les gens venaient revendre les vêtements qu'ils ne remettaient pas et ça a été revendu à aller 30% moins cher que le prix du neuf. Donc en fait, finalement, c'est toujours la même chose. Faut pas se leurrer, on parle de l'argent, on parle des marchés. Ces gens-là, malgré je dirais, ils se cachent derrière tout ce qui est de durabilité, ils se cachent derrière tout ça. Finalement, ce n'est qu'une masse d'argent qui va véhiculer et qui veulent être présents sur ce marché et il ne faut surtout pas ça leur échappe. C'est ce que je voulais juste préciser. Je pense qu'il y a un point important. Attends, Christophe, attends, il y a Guénoël qui voulait poser une question. Elle avait levé la main. Oui, je vous laisse finir parce que du coup, c'est sur un autre sujet, plus sur le business model des plateformes. Du coup, okay. Je vous laisse terminer là-dessus, je la poserai après. Ok, bah, Christophe. Je voulais juste dire, c'est sur un domaine complètement différent. Je joue au golf et il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est que les fabricants de matériel lancent une nouvelle gamme tous les 6 mois. Et je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à vendre leur club tous les 6 mois, on change, ça coûte relativement cher. Et en discutant avec un magasin spécialisé, le gars m'a dit, mais non, mais c'est un argument. Vous achetez des clubs, vous jouez 6 mois avec, vous les revendez sur le marché de l'occasion, et pour 50% du prix, vous arrivez à vous payer du matériel neuf. Et il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça. Et s'il n'y avait pas ce marché de revente, mécaniquement, il y aurait moins d'innovation et de lancement de nouveaux produits. Puisque les gens, s'ils ne peuvent pas revendre leur club, ils ne vont pas dépenser une fortune tous les 6 mois dans le club. Donc je pense aussi que ce modèle probablement se décline maintenant sur d'autres produits et que ça génère du business. Bon, Gwenaël, voilà. Je te redonne la parole. Juste avant de… Je suis désolé, je t'interromps, Gwenaël, mais juste parce que pour répondre sur ce point en 20 secondes, on en revient à la dimension générationnelle sur laquelle j'insiste, puisque alors, je ne connais pas les chiffres sur le golf, mais dans l'automobile, l'âge médian d'un acheteur de véhicules est de 60 ans. Et on peut imaginer qu'on peut décliner ces raisonnements sur… donc, ça permet aussi l'accès… Ceux qui vont acheter l'occasion sont les plus jeunes et ceux qui se permettent de changer tous les 6 mois ou dans l'automobile tous les 2 ans, c'est effectivement, là on le voit, l'âge médian 60 ans. Pardon, excuse-moi, Gwenaël. Exactement. Dans le golf, c'est pareil. Non, moi en fait j'avais une question sur le business model en fait de Vinted notamment, qui est différent de celui du Bon Coin, où en fait on trouve de la publicité. Je me pose la question, j'avais pas du tout connaissance des chiffres en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et du coup, un Vinted par exemple, son objectif son financement est uniquement par les consommateurs par les acheteurs ou les vendeurs qui vont décider de booster ou pas leurs produits. Est-ce que ce business model il est viable ou est-ce qu'il sera obligé d'évoluer pour pouvoir héberger de la publicité des annonceurs? Voilà, c'est la question que je me pose sur ces plateformes que je ne connais qu'en tant qu'utilisatrice. Alors moi, je connais pas bien et j'avoue que j'ai pas bien creusé le sujet Vinted sur la dimension, sur son fonctionnement. Je l'ai creusé plus sur la dimension sociologique. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est par les commissions payées par l'acheteur qu'ils vivent. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas rentables, bien que valorisés à 1 milliard? J'ai pas la réponse. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils deviennent rentables? Où se trouve le point d'équilibre? Où se trouve C'est une très bonne question que je n'ai pas du tout travaillée. Mais peut-être que quelqu'un ici a la réponse.
Comment ça marche le système? Parce que tu commandes sur une fringue sur Vinted. Est-ce que tu rencontres le vendeur pour essayer? Ou est-ce que tu le reçois par la poste? Parce que moi, C'est vraiment, comme le disait Catherine, c'est du C2C, consumer to consumer. C'est-à-dire que tu fais ton achat en ligne et tu emballes ton truc, tu l'envoies à la poste directement à ton acheteur qui va le chercher en point relais. donc tu ne sais pas si le truc va t'aller, en fait. Entre Non. guillemets. Ah ben, Non, Tu le revends. Mais- Si ça ne va pas, tu peux le revendre. Ouais, exactement. Et au final, c'est basé sur, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, sur les notes, les notes, c'est-à-dire que le vendeur va être évalué. S'il vend un produit qui est conforme à son descriptif, il va être noté, il va avoir des étoiles, etc. Donc, c'est un réseau qui est basé sur un système de notation. Et à un moment donné, s'il y a des vendeurs qui ne respectent pas les règles du jeu, qui survendent un produit, ou voilà, ils vont être mal notés et ils vendront moins. Donc c'est comme ça en fait que ça se régule et ça fonctionne plutôt bien. Non, mais si tu achètes des chaussures, il faut les essayer, par exemple. Enfin, je sais pas, mais… Ben non, parce que les gens vont chercher une marque de chaussures. Alors, je prends le luxe, je sais pas, moi, une paire de chaussures Ah oui, des le modèle. Weston, parce Ouais. qu'ils connaissent la marque et ils savent qu'ils vont mettre du 39,5. Donc, tout à fait. c'est vraiment des marques qui sont Ah connues. oui. Et en fait, on consomme effectivement, non pas, bon, si, certainement à l'impulsion d'ailleurs, mais en tout cas sur des choses qu'on connaît. Ah oui, tu connais le modèle précis. Yves, Je je crois que tu avais une question. Vas-y. Je voulais juste apporter un commentaire toujours concernant le luxe. Il y a bien d'autres motivations pour les marques de luxe. Entre autres, une des plus importantes qui les a motivés à s'intéresser au luxe d'occasion, certes, ce mouvement qui prend de l'ampleur, c'est surtout le phénomène de la copie, de la contrefaçon. L'explosion des places de marché, parce que le luxe d'occasion existe depuis fort longtemps. Antoine l'a mentionné avec une très vieille boutique à Paris. Ça a toujours existé. Bon, ça se faisait pas beaucoup parce que c'était pas terrible d'aller vendre le sac à main de sa grand-mère ou de sa tata et le beau carré Hermès qu'on avait reçu en cadeau. Aujourd'hui, on a dépassé tout ça, donc ça se fait et ça se fait ouvertement. Par contre, les copies, on en a toujours entendu parler, mais c'est vraiment un phénomène qui a explosé. Et la différence entre aujourd'hui et il y a encore 10 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a de très belles copies où beaucoup de professionnels se font avoir. Et bon, j'ai des exemples hallucinants là-dessus. Et donc, eux, aujourd'hui, veulent maîtriser l'ensemble de la chaîne. Et des grandes marques comme notamment le groupe Louis Vuitton, mais il n'est pas le seul, les autres aussi, travaillent avec un des GAFA notamment, mais aussi avec des startups, pour que chaque produit ait une identité, une carte grise si on veut. Et cette identité, cette carte grise va suivre la vie du produit indépendamment de son propriétaire. Il peut avoir 1, 2, 3, 4 propriétaires. En même temps, c'est de la data que vont récolter les marques sous prétexte, entre parenthèses, de suivi, de conseil, etc. et augmenter largement leur connaissance des clients. Ça, c'est un point très important. Moi, aujourd'hui, qui connais bien le luxe d'occasion, si vous achetez un professionnel, c'est parfait. Sur les plateformes C2C comme Vestiaire, il y a tous les professionnels sérieux et qui sont dynamiques aujourd'hui sont obligés d'être sur des plateformes. C'est plus un marché du coin de la rue, c'est fini. C'est plus un marché français, c'est un marché international. Donc, vous avez 14 jours déjà pour retourner l'article. C'est trop grand, trop petit, ça vous correspond pas. Donc, c'est juste la loi européenne. Donc, c'est pas discuté. Vous êtes remboursé, vous n'avez pas besoin de justifier. Par contre, vous pouvez très bien acheter une montre, un sac et s'avérer au bout de plusieurs mois et autres que vous avez un faux. Là, le commerçant a une obligation de vous rembourser. Sinon, c'est évidemment une affaire qui va aller en justice, etc. En général, il bouge. Par contre, vous achetez un particulier qui vous dit emballé, neuf, parce qu'ils sont emballés, ils sont neufs. Il y a ce qu'on appelle les bags, les cartes, enfin tout ce que vous voulez. Que vous le payez le prix d'un produit de marque alors que c'est une copie, vous n'aurez aucun recours.
Aucun. Même si Vestiaire disent qu'ils font des contrôles, ils en sont incapables pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis, il faudrait parce que le personnel, c'est pas le personnel qui est en cause, c'est un métier de savoir, d'expertise et autres. Et puis, pour expertiser un article, un sac à main, il faut le prendre sous toutes les coutures, il faut y passer plusieurs heures. Or, ils ne peuvent pas matériellement. Et c'est là. Donc, aujourd'hui, les marques veulent contrôler la vie de leurs produits pour éliminer, parce qu'eux n'arrivent pas. En fait, la Chine en particulier, mais pas que la Chine, le groupe LVMH et les autres ont des directeurs de la contrefaçon qui interviennent avec des avocats, des huissiers, des juristes au niveau mondial, mais ils savent très bien qu'ils font fermer un atelier dans une rue, il est ouvert le lendemain dans la rue derrière, quoi. Donc cette bagarre-là, elle est perdue. Donc la seule façon de le contrôler, c'est que chaque produit soit identifié. Aujourd'hui, dans les montres, vous pouvez avoir des montres parfaitement, qui sont bonnes d'ailleurs à 90%, mais il y a 10% des pièces qui sont les 10 pièces de valeur qui sont fausses. Et ça, si votre montre n'est pas désossée, personne ne le verra. Pour les sacs à main, je vais prendre juste un exemple Chanel. Mesdames, vous avez peut-être un sac Chanel. Dans les sacs Chanel, il y a un hologramme. Cet hologramme, il est unique. Sauf que les Chinois, ils savent très bien faire les copies. Donc, ils copient l'hologramme et ils en font 5000 exemplaires qu'ils distribuent partout. Et je suis des tas de vendeurs professionnels en Europe, parce que bon, j'ai été dans ce secteur, je les suis sur Instagram. Vous pouvez même pas imaginer. Alors, il y a des gens de bonne foi, il y en a presque plus de bonne foi, parce que c'est trop facile de gagner de l'argent facile. Et je vois le même sac gris neuf, exactement le même, en Belgique, en Hollande, en France, à Marseille, etc. Ils inondent le marché. Et donc, on vous donne une facture, parce que les factures, rien de plus facile que de faire une fausse facture. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un conseil en tant que consommatrice, je connais bien, jamais je n'achèterai un sac à main, notamment les sacs, et puis éventuellement un bijou d'occasion, si ce n'est pas un professionnel. Merci Catherine. Et pour la mise en garde. Merci. Je ferai attention la prochaine fois que j'achèterai un sac à main Chanel. Oui, appelle-moi. Si c'est pour toi, ça va encore, si c'est pour offrir. Je te donne la parole, Yves. Tu avais une question. Deux petites remarques. Je vais essayer d'être un poil plus court parce que je suis moins spécialiste que Catherine. Deux remarques et un témoignage. Déjà, l'image employeur, je pense que c'est quelque chose qui est important pour la génération Z ou Y, effectivement, lorsqu'une société fait du recyclage, que ce soit pour rentrer chez Auchan, qui n'est pas la société la plus glamour ou d'autres sociétés de ce type-là. Je travaille beaucoup avec les GSA, GSB. Bon, pour attirer des jeunes talents, c'est pas forcément évident. Des jeunes talents de qualité, je dirais, en particulier. Deuxième point, une question, c'est le Covid. Quid du Covid avec des produits qui s'échangent d'une personne à l'autre? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Ça, c'est une question qu'on peut se poser quand même si les produits conservent quelques virus. Moi, personnellement, je ferai un petit peu attention, même si j'ai été vacciné. Et le témoignage, c'est simplement, comme je mettais dans le chat, une de mes filles a monté, est dans le domaine du recyclage depuis longtemps. Elle a travaillé chez Phoenix, qui prend des produits en fin de vie dans la grande surface alimentaire pour les donner aux associations, à Emmaüs, etc., des produits de nourriture alimentaire. Et elle a lancé un truc rigolo, c'est des patrons pour faire des fringues pour enfants à partir de vos vieilles chemises. Donc, vous videz vos placards de choses que vous n'utilisez plus et au lieu de les vendre, vous les transformez en fringues pour enfants. Voilà, c'est un témoignage et son truc marche très, très bien. La seule chose qui lui manque, c'est de pouvoir faire des ateliers avec des machines à coudre parce qu'évidemment, Covid oblige, elle a repoussé un peu son truc. Mais elle a lancé son idée en plein confinement et ça marche très bien. Elle n'en vit pas encore beaucoup, mais ça marche très bien. Merci. Encore une question. Oui, Willy? Juste une question peut-être à Catherine. Je pensais au Brexit et il y a certainement des plateformes qui sont hébergées sur le sol britannique. Et comment ça se passe désormais au niveau du droit, puisque sorti désormais de la communauté européenne?
C'est une bonne question parce que là, je ne sais pas te répondre, mais effectivement, il y a des plateformes qui sont très dynamiques, qui commercialisent dans le monde entier, qui livrent partout, hein, comme toutes les plateformes. Je ne sais pas si ça a changé leurs conditions générales de vente, si ça a eu un impact sur notamment les transactions intracommunautaires. Probablement, mais je ne sais pas y répondre. Bah, tu as les droits de douane au minimum. Si ça vient de l'étranger, hors Union. Après, c'est surtout les recours possibles en cas de litige sur des produits La législation applicable. de moins grosse valeur. La législation doit être moins favorable aux consommateurs français. Je ne sais pas, en fait, ta question, elle est intéressante parce que cette loi européenne qui concernait donc l'Angleterre, c'était pour l'ensemble des produits achetés sur le net, qu'ils soient neufs ou d'occasion. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est sur le neuf. Parce que, normalement, je ne sais pas, vous avez des informations les uns ou les autres? Marie, tu avais une question à poser ou à répondre? Un point à répondre? Non, alors, mais rien à voir avec la question que vient de poser Catherine, donc je vais laisser peut-être répondre si quelqu'un sait sur Catherine, mais c'était pour faire partager sur le marché de la techno. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à Catherine avant que je parle ou j'en parle. Non, il ne semble pas. J'imagine que c'est surtout la législation applicable. Et que si c'est une boîte qui est en Angleterre, ils vont appliquer la loi anglaise. Oui. Probablement. Oui, alors du coup, à toi. Sur le sujet techno, en fait, pour moi, il y a enfin, sur la téléphonie, qui est du coup un marché que je connais quand même un petit peu. Alors je disais oui en mode blague, mais c'est pas une blague. Il y a une société qui s'appelle Recommerce qui est spécialisée depuis plusieurs années maintenant dans justement les téléphones reconditionnés. Et dans un des enjeux de ce marché, c'est de faire comprendre la différence entre le reconditionné et l'occasion. Et c'est pas une problématique qui existe sur des vêtements, sur des chaussures, sur des choses de ce genre, ou en tout cas ça peut l'être, et ça pourrait l'être si on prend Weston de la même façon d'ailleurs. Une Weston d'occasion, c'est la photo que tu avais sur ta présentation, la chaussure moche entre guillemets à gauche avant d'avoir été remise en état, et la chaussure Weston reconditionnée, c'était la jolie chaussure présentée à droite sur la photo, c'est-à-dire repassée entre les mains de Weston avec une nouvelle semelle, avec un cuir qui a l'air un peu plus neuf, etc., etc. C'est exactement la même chose pour la partie téléphonie. Et je pense aussi sur les ordinateurs, sur tous ces produits-là. Et il y a une grande différence à faire donc, entre reconditionné et occasion. Un mobile, en tout cas pour ce que je connais, reconditionné, c'est un mobile qui est passé entre les mains d'un professionnel et qui garantit que son usage va être conforme à ce pourquoi il était prévu. Il va être vendu avec une garantie, ce qui n'est pas le cas d'une revente sur le Bon Coin, par exemple, où là, on achète ce que l'on achète. Faux, pas faux, d'origine, pas d'origine, etc. Et cette notion de garantie est assez importante, en tout cas pour la seconde vie des produits techno. Donc il y a quelques entreprises, pour répondre aussi à une question que vous posiez tout à l'heure sur la rentabilité, il y a pas mal d'entreprises qui se sont lancées dans le reconditionné. Il y en a qui survivent, il y en a qui vivent plus ou moins bien, il y en a qui s'en sortent plutôt bien, puis il y en a qui meurent tous les ans. Par exemple, l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler d'une société qui s'appelle Remade, qui est morte entre guillemets l'an dernier, qui a tout lâché, on a profité, je crois, pour faire un peu brûler son entrepôt, qui a un peu arrangé pour que ça aille plus vite. Mais vous avez une autre société qui s'appelle Reborn, qui est dans le sud de la France, qui fonctionne plutôt pas mal sur les recyclés. Le Recommerce, qui a toujours du mal à sortir un compte de résultats positifs, mais qui est une entreprise assez sérieuse. Vous en avez une autre qui s'appelle PRS, c'est la société qui vend en ce moment toutes les opérations que vous voyez sur vente privée, donc VP. C'est PRS, alors c'est une société qui s'est montée il y a très peu de temps, très très vite, et qui arrive à capter des marchés que personne d'autre n'arrive à capter de manière assez surprenante à des tarifs défiant toute concurrence. Bon, il y a des entreprises plus ou moins sérieuses, plus ou moins pérennes, qui ont des modèles économiques assez originaux. La grande question derrière, quand on est dans la techno, et c'est mon sujet, c'est le SAV. Si vous n'avez pas un SAV de qualité, c'est problématique, mais pour avoir un SAV de qualité, il faut avoir aussi un produit de qualité, donc reconditionné de façon qualitative. Et ce n'est pas le cas de tous. Et si vous prenez par exemple Back Market, qui est plébiscité par tous ses utilisateurs et qui est un énorme vendeur,
c'est en fait la concaténation de places de marché, hein, c'est une place de marché donc qui concatène plein de petits intervenants qui peuvent être de qualité très différente. Donc l'enjeu de Back Market, c'est d'arriver à se positionner sur cette activité-là avec une vraie qualité identique, quel que soit le fournisseur qui va vous envoyer le téléphone que vous avez acheté et qui pour vous doit être forcément parfait à l'usage. Donc ça, c'est tout ce marché assez industriel en fait du reconditionné. Et en fait, il y a un marché caché. Je vous disais au début en me présentant que le meilleur recyclage, c'est celui que vous ne voyez pas, qui à mon avis est assez intéressant. C'est les box internet qu'on a tous à domicile et que je pense qu'on est tous en train d'utiliser pour cette conversation. Alors chez Bouygues Telecom, mais je pense que c'est la même chose chez SFR, chez Orange, hein, c'est à mon avis à peu près pareil. La moitié des produits qui sont chez les clients aujourd'hui sont des produits qui ont été reconditionnés. Remis en état, refurbishés, etc. Donc ça veut dire que, heureusement pour nous, les box, quand vous résiliez votre contrat chez Schmoll et que vous en reprenez un chez Bouygues Telecom, forcément, eh bien en fait la box, en tout cas que vous renvoyez à votre ancien opérateur, va pas être jetée dans 80% des cas, j'imagine, en tout cas j'espère pour eux, mais il va être vraiment remise en état, retestée, revalidée. Là, encore une fois, on va parler de reconditionnement, voire rétrofiter, c'est-à-dire améliorer de manière à ce que si c'était un produit un peu ancien, on va remettre une nouvelle antenne, des nouvelles LED, un certain nombre de choses qui vont permettre à la box d'être encore plus efficace dans sa nouvelle seconde vie, voire sa troisième, voire sa quatrième vie. Et ce reconditionnement-là, je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'en fait, vous ne le voyez pas. En tant que client, je suis sûr que vous ne vous doutiez pas forcément que ce que vous avez reçu, vous avez une chance sur deux que ce soit un produit d'occasion. Et c'est tout l'enjeu de marché d'arriver à fournir des produits qu'on ne jette pas systématiquement après un premier usage. Et je trouve que cette méthode-là est assez intéressante. J'ai jamais eu de retour en fait de clients qui disent on est mécontent d'avoir et on a eu un produit qui n'avait pas l'air neuf. Étonnamment, ça se sait peu en fait et ça se voit pas. Et les clients ne s'en plaignent pas. Alors oui, en effet, Christophe, tu as tout à fait raison, c'est tout ce qui est décodeur, box, en fait, tout le matériel qui est fourni par les opérateurs. Les clés 4G aussi, les galets 4G qui peuvent vous être fournis, tout ça c'est reconditionné, remis en état. Et il y en a, on peut aller jusqu'à 4, 5, 6 fois en remise en état pour repartir sur le marché. Et, voilà. Et Marie, oui. Dans combien de temps Bouygues sera capable de communiquer sur ce type de process pour avoir une image RSE au top? En fait, c'est la grande frustration de Bouygues Telecom, c'est que tout le monde a pris la parole avant nous, alors qu'en fait, on le fait depuis toujours. Et si on prend le marché de la reprise mobile, il faut savoir que Bouygues Telecom est en France devant tous les opérateurs en reprise mobile. En fait, on est le plus gros repreneur de téléphone sur le marché. Et en effet, on a été un peu frustré en voyant. Alors, e-commerce a été très frustré en voyant le programme de Orange, parce que ça reprend quand même un peu sa marque. Donc, c'était un peu embêtant, alors qu'ils distribuent même leurs produits chez Orange. Donc, très prochainement, je pense que tu en entendras parler. Merci Marie. Jérôme, tu n'es pas encore intervenu et tu avais une question. Ton micro est fermé. Hein. Je remets le micro et je mets la vidéo. Oui, ma question était, tout le monde sait qu'il y a des problèmes d'éthique pour le luxe et que ça devient de plus en plus important dans l'industrie du luxe. Et ma question concerne toute la partie fourrure et l'industrie de seconde main des fourrures. Quel est le devenir de cet aspect-là et comment est-ce que les fourrures pourront être réutilisées dans une industrie de seconde main? Je crois que Catherine, tu avais un peu une réponse à ça. J'ai cru voir passer… En fait, il n'y a plus vraiment aujourd'hui, il n'y a pas de marché de la fourrure d'occasion. Comme le marché de la fourrure neuve s'est extrêmement rétréci. Chaque nouvelle saison, il y a dans le luxe de plus en plus de couturiers qui retirent la fourrure
de leur collection. Beaucoup maintenant sont passés, à l'instar de, comment elle s'appelle, la fille de Paul McCartney, Stella McCartney, à de la fourrure végétale, on va dire, c'est comme ça, où il y a vraiment des choses magnifiques. D'ailleurs, les prix sont presque aussi élevés que ceux de la vraie fourrure. Donc, il n'y a plus de marché vraiment de fourrure d'occasion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Après, on peut toujours en faire, je ne sais pas, moi. Après, oui, on peut en faire quelque chose, mais encore faut-il qu'il y ait un marché derrière. Pour compléter, Catherine, j'étais allé au Puce il y a pas très longtemps, il y a 1 an peut-être, j'avais discuté avec justement un stand qui vendait des manteaux de fourrure et qui dit il n'en achète plus. En fait, il n'y a pas de marché, personne ne veut en acheter. Donc, il avait un stock dont il ne savait pas quoi faire. Et la dernière chose dont il avait envie, c'était d'en reprendre. Effectivement, ça n'est plus à la mode. Et si je reviens sur cette dimension sociétale des millennials, pour les raisons que tu viens de donner, c'est une population qui ne veut pas porter des vêtements d'animaux morts. Et donc, le marché, à mon avis, est quasiment mort et va s'éteindre tout doucement. Donc, ouais. Oui, alors, juste pour information, en effet, tous les grands de l'industrie du luxe ont retiré toute la distribution de produits avec des fourrures, et ils font maintenant de la fourrure dite synthétique, ou en tout cas avec des produits de synthèse. Il n'y a qu'un seul fabricant aujourd'hui qui reste ceux des produits naturels, c'est Hermès, et Hermès continue à vendre des produits avec notamment la peau de toutes les peaux possibles, imaginables, et notamment des fourrures, et c'est essentiellement parce qu'ils ont un marché qui est encore un marché très important, qui est le marché moyen-oriental, qui, eux, se moquent complètement des problèmes d'éthique que les millennials occidentaux peuvent avoir. Donc, il reste encore un très gros marché dans ces pays-là, dans ces zones-là, et je crois même que l'Asie, certains pays et certaines parties de l'Asie sont encore sensibles à ça, et il reste encore un marché pour la fourrure naturelle et les peaux naturelles. Je dis ça sans aucun jugement personnel sur ce genre de procédé, bien sûr. Okay, tu as tout à fait raison, Jérôme, mais Hermès, ça représente 0, et quelque chose de la consommation du cuir ou de la fourrure dans le monde. Hein. Là, tu es sur l'excellence, et il faut savoir que parce que bon, je pense qu'un tôt ou tard, ils seront contraints, comme beaucoup de marques, de réduire. Mais pour l'instant, ce qu'a décidé Hermès, c'est qu'ils ont racheté énormément de fermes, des fermes d'alligators, des fermes de tout ce que l'on veut, des fermes en Australie pour, je ne sais pas quoi, les veaux, les vaches, j'en sais rien, pour contrôler. Et aujourd'hui, une grosse partie de leur production est issue de fermes où les animaux sont élevés dans des conditions décentes. Contrairement, voilà. Mais on continue à utiliser leur peau pour faire la maroquinerie Hermès. Bah oui, l'excellence. Hein. Voilà. Gilles, je te donne la parole peut-être pour conclure. Alors avant de conclure, j'avais aussi dans le fruit de la discussion deux idées qui me sont venues. La première, c'est, on ne va pas rouvrir le débat, il est trop tard, mais c'est vrai que c'est la question de se poser pourquoi Vinted n'est pas rentable et pourquoi eBay l'est, alors que finalement le modèle économique est le même. Bon, on n'arbitrera peut-être pas, mais je trouve que c'est une question intéressante, je vais essayer de creuser ça. Le second point, je voulais, pareil en vous écoutant, c'est le modèle Eastpak, les fameux sacs d'ado, qui depuis quelques années, c'est assez récent, ils avaient une garantie 30 ans. C'était d'ailleurs leur image de marque, c'est-à-dire qu'on pouvait retourner à l'endroit où on avait acheté son sac, on le redonnait, ils changeaient la fermeture éclair, ils refaisaient les coutures. Et ils ont changé il n'y a pas très longtemps, je crois que ça va faire 4 ou 5 ans à peine. Et là, je suis allé sur leur site. Alors, la garantie de 30 ans existe toujours, mais alors c'est uniquement sur… je pense que pour la faire fonctionner, il faut s'accrocher. Et tout ce qui est avant était remplacé, les fermetures éclair, les lanières et autres.
rentre dans une garantie de 2 ans uniquement. Voilà, c'est un sujet, je pense, pareil, c'est assez intéressant. Je voulais juste mentionner ce point. Alors, conclusion, moi, j'en ai pas vraiment. De toute façon, c'est un sujet qui sera difficile d'épuiser, qui est, je trouve, passionnant. C'est intéressant, encore une fois, je l'ai plus abordé sur la dimension sociétale et sociologique qu'économique. J'ai mentionné quand même, il y a la dimension marketing, d'image de marque pour les entreprises. On l'a vu, hein, à la fois en termes d'image, de marque employeur, d'image vis-à-vis des consommateurs. Et puis, cette dimension drive to store, oui, ça fait revenir à partir du moment où la plupart du temps, c'est du bon d'achat, ou en tout cas, on vient déposer en magasin. Donc, globalement, à un moment, ça fait du trafic en point de vente. Donc, c'est la deuxième dimension. Et puis, la troisième, j'ai mis dans la conclusion, qui est celle qui me tient à cœur, c'est aussi par rapport à l'identité des millennials et leur volonté de ne pas porter le même vêtement que les autres. Et donc, c'est pour ça qu'ils écument notamment les friperies aussi, pour trouver la veste années 50 que personne d'autre n'aura. Et encore une fois, c'est intéressant de confronter leur comportement. Ils vont en même temps chez Zara et essayer de trouver un vêtement unique ou le transformer eux-mêmes de manière unique. Voilà, c'est nos enfants, mais c'est assez fascinant de voir ce comportement schizophrénique. En tout cas, merci à tous de votre attention. J'espère que le sujet et que cette heure et demie vous a plu. C'est en tout cas pour moi un plaisir de préparer ce sujet. Non, très bien, très bien. Après, il faut s'arrêter parce que sinon on peut encore durer longtemps. Mais il faut rester dans le temps qu'on s'était imparti. Bon, on a fait une dizaine de minutes de plus, c'est bon. Faut que tout le monde puisse finir la soirée tranquille. Je voulais juste rajouter un élément parce qu'on n'en a absolument pas parlé. Il ne faut pas oublier que tout le marché de l'occasion s'est fortement développé dans une situation économique largement dégradée dans le monde. Beaucoup n'ont pas d'autre alternative. C'est vrai. Voilà.